Donc, l'objectif de la présentation, c'est de parler CV. Et de la meilleure façon de construire un CV efficace. Un CV efficace, c'est quoi? C'est un CV qui vous permet d'avoir des entretiens. Souvent, quand on parle CV, les gens imaginent qu'avec leur CV, il faut qu'ils décrochent un job. D'abord, c'est beaucoup de pression sur le CV. Et ensuite, en fait, non, pas du tout. Quand on fait un CV, ce qu'on veut, c'est entamer la conversation avec l'entreprise, avoir accès à un entretien, à une vraie personne, à quelqu'un avec qui on va pouvoir présenter son profil, son expérience, etc. Ça, je vais passer parce que du coup, je vous l'ai déjà dit. Et on va lancer le tout premier sondage sur la forme du CV. Voilà. Combien de pages dans un CV aux Pays-Bas, à votre avis? C'est une question qui est souvent posée, surtout par les personnes qui viennent d'arriver de France d'ailleurs. Alors, est-ce que tout le monde a voté? J'ai 9 sur 12, 10 sur 12, 11 sur 12, on y est presque. OK. Donc, les résultats, je vais mettre fin au sondage. Les résultats que vous donnez, c'est que une page max, il n'y a que 33% d'entre vous qui disent qu'une page maximum pour un CV, c'est ce qu'il faut. 58% qui disent 2 pages et 8% qui disent autant que nécessaire. Voilà. Et en général, j'ai des résultats qui sont un peu différents de ça parce que j'ai la majorité des gens qui arrivent de France. Alors peut-être que c'est parce que vous n'arrivez pas directement de France, me disent une page maximum. Parce qu'en France, on en est, enfin, les entreprises, et en tout cas les recruteurs, demandent encore à ce que le CV tienne sur une page, quoi qu'il arrive. Et pour avoir discuté avec des recruteurs français là récemment, il y a encore des recruteurs qui pensent que le CV doit tenir en une page et que c'est un maximum et que ça apprend à synthétiser, à résumer, etc., etc. Ce avec quoi je ne suis évidemment pas d'accord, mais pour plein de raisons. Mais je vous expliquerai pourquoi. Mais voilà, donc une page maximum, c'est un espèce de format un peu archaïque dans lequel on vous demande de résumer, de synthétiser votre expérience. Pour moi, un CV, c'est pas un exercice de synthèse. Pour moi, un CV, c'est, comme je disais au début, le début d'une conversation entre vous et l'entreprise, en fait. Et c'est dans ce début de conversation-là que vous allez mettre en valeur ce qui va intéresser l'entreprise et ce qui fait que éventuellement elle aura envie de discuter avec vous et de vous faire passer des entretiens. Je vais juste faire un aparté parce que je me rends compte que j'ai oublié de vous dire comment on va gérer les questions. Si vous avez des problèmes techniques, posez les questions en anglais dans le chat parce que Queenie, qui s'occupe de la partie technique, ne parle pas français. Si vous avez des questions sur ce que je raconte, posez-les en français dans le chat, du coup. Et puis, j'y répondrai soit au fur et à mesure en fonction de la question, soit à la fin. Donc, voilà, le CV aux Pays-Bas, vous pouvez faire 2 pages sans aucun problème. Plus que 2 pages, il faut que ça se justifie. C'est-à-dire que si vous avez une expérience de 20 ans à 25 ans, vous pouvez faire plus de 2 pages. Si vous êtes jeune diplômé, une page devrait suffire. Mais de manière générale, 2 pages, c'est pas un problème. Les recruteurs ont l'habitude et lisent très facilement des CV de 2 pages. Avant de vous lancer dans la rédaction de votre CV, parce qu'en fait, le CV, ça paraît simple. On se dit, je vais juste reprendre mes expériences, les lister, les mettre au propre, et faire un joli CV avec un joli modèle et ça va le faire. En fait, le CV, il a un but et un but unique, c'est de montrer à l'entreprise que vous êtes potentiellement la bonne personne, voire la meilleure personne pour le poste. Et donc ça, il faut l'organiser, le hiérarchiser, en faire quelque chose qui soit attrayant pour le recruteur qui va avoir à le lire. Et quand je dis attrayant, je ne suis pas en train de parler de la police de caractère, des couleurs et des dessins que vous allez mettre. C'est vrai qu'on aime bien avoir des CV qui sont jolis à regarder, mais jolis, c'est extrêmement subjectif. Donc voilà. Mais c'est pas ça qui est important. Vous pouvez avoir un CV qui est très laid, si le fond est intéressant, on va le lire. Et inversement, vous pouvez avoir un CV qui est très joli, si le fond est inintéressant, on va passer rapidement et on va passer à autre chose. Donc moi, ce que je conseille toujours à mes clients et aux personnes que je vois qui sont en recherche d'emploi, c'est de créer, avant même de se lancer dans la rédaction d'un CV, c'est de créer ce qu'on appelle, parce que je ne suis pas la seule à m'en servir, le master CV. Le master CV, c'est quoi? C'est un document dans lequel vous allez
prendre note de toutes vos expériences professionnelles, des moins intéressantes aux plus intéressantes. Et pourquoi vous allez faire ça? Parce que ça va vous permettre dedans de lister d'une part toutes vos expériences, de ne pas en oublier, ce qui a du sens en soi, et par ailleurs, pour chaque expérience, de décrire la façon dont vous avez tenu le poste. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce poste-là? Quelles étaient vos activités? Quelles étaient vos tâches? Et en plus, de lister pour chacun des postes que vous avez occupés 2-3 réussites dont vous êtes fiers, qui ont été notables pendant que vous teniez ce poste, etc. Et vous allez utiliser ce CV comme une base. Comme une base, vous n'allez jamais utiliser ce CV, qui n'est pas un CV d'ailleurs, ça peut être un document Excel, ça peut être ce que vous voulez, une base de données, ce que vous voulez. Vous n'allez jamais l'utiliser en entier. Vous allez l'utiliser pour aller puiser dedans des informations très mises en forme pour votre CV au moment où vous en avez besoin. Et ça va vous faire gagner un temps énorme et ça va vous faciliter la tâche grandement à chaque fois que vous allez répondre à des offres d'emploi. Et une chose qui est importante, au-delà de savoir combien de pages on met à son CV, et ça c'est fondamental, j'y reviendrai un peu au fil de la présentation, mais je vous le dis déjà maintenant, c'est un CV pour une offre. À chaque offre, vous devez aménager, personnaliser, changer, modifier, tout ce que vous voulez, le CV. Vous ne pouvez pas faire un CV qui marche pour tous les postes. Alors après, je dis ça et j'ai conscience de la limite de ce que je dis, c'est-à-dire que si vous postulez à des postes de customer service dans des call centers, passez pas non plus 2 heures à refaire votre CV à chaque fois. En gros, renseignez-vous sur l'entreprise, sachez à qui vous avez affaire, et là, vous n'avez pas besoin de modifier de façon drastique votre CV en fonction du poste. En revanche, si vous postulez dans des entreprises pour des rôles je ne sais pas, de sales, des rôles de marketing, de communication, de gestion de projet, ce que vous voulez. À ce moment-là, vous devez impérativement adapter votre CV et l'adapter vraiment de façon très fine à l'offre d'emploi. Mais on en reparlera aussi un peu plus loin. Donc, toujours pour en revenir à l'apparence du CV, on a vu le nombre de pages, c'est pas. Voilà. L'apparence du CV, c'est vraiment le truc le plus facile à faire. Comme je disais tout à l'heure, si le contenu est bon, l'apparence n'a pas d'importance. Les CV hyper jolis, avec plein d'illustrations, de dessins et tout, c'est pas forcément hyper facile à lire. Donc, sauf si vous êtes dans un secteur extrêmement créatif, dans lequel, pour le coup, votre créativité est importante, il n'y a pas besoin de se casser la tête à faire quelque chose d'extraordinaire. Je vous mets si vous ne le connaissez pas, là, l'application sur laquelle je suis en train de présenter, ça s'appelle Canva. Si vous ne connaissez pas, il y a des tas de templates de CV sur Canva qui sont sobres et bien faits. Donc, vous pouvez les utiliser. Donc, je disais la partie la plus facile à faire, vous vous présentez, vous mettez vos coordonnées à jour, s'il vous plaît. Ça arrive qu'on ait des coordonnées qui ne soient pas à jour et c'est dommage. C'est un peu une occasion ratée. Un résumé ou un profil professionnel, et ça, je vais en parler plus longuement tout à l'heure. Éventuellement, une liste de compétences sous forme de liste à puces. Votre expérience en ordre antéchronologique, votre formation, les formations les plus importantes. Donc là encore, si vous avez un master, par exemple, ou même une licence, ou même un BTS, ce n'est pas la peine d'aller mentionner que vous avez passé le bac. En gros, ça va de soi. En revanche, si vous avez, par exemple, un master, mais vous avez aussi un CAP en boulangerie ou en pâtisserie parce que vous voulez devenir pâtissier, du coup, le CAP, il est vachement plus important que le master. Donc, ce n'est pas une question du dernier diplôme obtenu, ni même du diplôme le plus loin en termes d'études. Ce qui est important, c'est le diplôme qui a du sens pour l'offre à laquelle vous êtes en train de répondre. Et aussi vos activités bénévoles ou vos hobbies ou vos centres d'intérêt. Et ça aussi, j'en reparlerai rapidement à la fin. Donc, en gros, là, vous avez la structure du CV de haut en bas. Et il n'y a rien, c'est pas sorcier, il n'y a rien d'extrêmement difficile à mettre en œuvre. Il faut simplement penser à ce que toutes les informations soient à jour. Je vais lancer le deuxième sondage. Hop. Voilà. Quelle est la partie la plus importante du CV pour vous?
Alors, est-ce que j'attends la dernière personne qui n'a pas encore voté ou c'est quelqu'un qui n'a pas d'idée? Ok, on va arrêter là. Donc, la majorité d'entre vous pense que la partie la plus importante, ce sont les expériences. Et 4 personnes ont dit que le résumé était la partie la plus importante. Alors, de mon point de vue, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. De mon point de vue, le résumé est la partie la plus importante du CV. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le résumé, c'est un pitch, en fait, sur le CV. C'est votre pitch professionnel sur le CV. Et si vous êtes dans une situation dans laquelle vous n'avez pas 100% des compétences demandées, ou une situation dans laquelle vous êtes en train de changer un peu d'orientation professionnelle, ou vous êtes en expatriation et du coup vous avez eu plusieurs métiers différents parce que vous vous êtes adapté au marché de l'emploi dans lequel vous vous trouviez. Et même si vous êtes sur une carrière plutôt linéaire, en passant d'un poste à un autre, etc., avec une certaine logique, une certaine cohérence, le résumé, c'est l'endroit où vous pouvez faire la différence, en fait. C'est-à-dire qu'un très bon résumé fait qu'on s'arrête sur le CV qu'on a entre les mains. En tant que recruteur, je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui est médiatisé en permanence. On dit toujours les recruteurs passent, alors après les chiffres c'est entre 7 et 35 secondes sur la première lecture d'un CV. En réalité, ça dépend du recruteur, ça dépend de ce qu'il a à faire, dans quelles circonstances il travaille, etc. Mais toujours est-il que la première chose que le recruteur va lire, après votre nom, c'est le résumé. Et le résumé, c'est vraiment la bande-annonce, en fait, de votre expérience professionnelle. C'est comme la bande-annonce d'un film. Si c'est bien fait, ça nous encourage à lire le reste. Si c'est absent ou mal fait, c'est du coup, je ne vais pas dire que ça empêche de lire le CV, quoique ça pourrait aussi, si on a d'autres résumés qui sont très bien faits à côté. Mais voilà, c'est plutôt un handicap qu'un atout, du coup. Et donc le résumé, c'est vraiment le pitch. C'est vraiment le truc qui doit accrocher le recruteur. C'est comme quand vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous scrollez. C'est le truc qui va vous arrêter, qui va arrêter le scroll et qui va faire que vous vous arrêtez pour regarder de quoi il est question. Et dans ce résumé, il y a 3 points qui sont extrêmement importants. En fait, vous l'organisez selon ces 3 points. Et ces 3 points, c'est de dire, dans un premier temps, qui vous êtes en tant que professionnel. C'est-à-dire, en gros, en une phrase, vous allez dire pourquoi vous êtes la bonne personne, parce que vous avez déjà, enfin voilà, après, vous allez faire en fonction de votre expérience. Ensuite, vous allez dire ce que vous allez apporter à l'entreprise. Donc, mettre en exergue une expérience ou des qualités ou quelque chose qui fait que vous savez que vous allez vous allez être utile à l'entreprise. Et ensuite, le type de résultat que vous obtenez. Alors, je rajouterai une chose par rapport à ce que j'ai écrit là, c'est aussi de dire très brièvement au début que vous avez compris ce que recherchait l'entreprise. C'est-à-dire, en gros, vous allez répondre pour un rôle et vous allez dire que vous avez compris pourquoi ce rôle était fondamental pour l'entreprise, que vous êtes quelqu'un qui a les compétences et qualités pour le faire et que d'ailleurs, vous avez obtenu tel et tel résultat dans vos expériences antérieures. Et c'est pas redondant avec la lettre de motivation, parce que c'est ce qu'on me demande souvent. On me dit souvent, oui, mais du coup, qu'est-ce que je mets dans ma lettre de motivation? C'est pas forcément redondant dans la lettre de motivation pour 2 raisons principales. La première est que les lettres de motivation sont très peu lues. Il y a moins de 30% des recruteurs qui lisent les lettres de motivation, même s'ils les ont demandées. Donc, tout tabler sur une lettre de motivation, c'est toujours un peu risqué. Le risque, c'est qu'elle soit pas lue, d'une part. Et d'autre part, même quand un recruteur lit la lettre de motivation, spontanément, il commence par le CV. Donc, une fois qu'il est convaincu, ou en tout cas que sa curiosité a été piquée par votre résumé, il va lire votre CV et après, il va lire la lettre de motivation. Et dans la lettre de motivation, vous allez pouvoir détailler davantage ce qui fait que vous êtes la bonne personne pour le poste. Donc, je vous ai mis un court, très très court exemple de ce que pourrait être un résumé sur un CV. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de place, mais ça dit l'essentiel en fait. Et c'est ce type de synthèse
C'est pas exactement une synthèse. Enfin bref, c'est ce type de format auquel vous devez essayer d'arriver. Et évidemment, si vous avez une expérience beaucoup plus longue ou si il y a plus de choses à dire, vous pouvez être un peu plus long que ça. Il ne faut pas être trop long non plus. Et c'est aussi le résumé, un endroit où vous pouvez commencer à utiliser les mots-clés de l'offre d'emploi. Et ça, c'est important à différents titres et j'en reparlerai. Mais une des choses importantes, c'est que la première chose qui va lire votre CV, ce n'est pas un humain dans un grand nombre de cas. C'est un petit software, un petit programme qu'on appelle un ATS. Et l'ATS, lui, il a été programmé pour reconnaître des mots-clés. Et en gros, il regarde votre CV, il valide qu'il y a X mots-clés qui ont été renseignés par le recruteur. S'il n'y a pas ces mots-clés, après, ils sont hiérarchisés. Hein. Il les faut tous, pas tous, certains, pas d'autres, etc. Enfin bref, s'il n'y a pas les mots-clés, votre CV n'est pas retenu. Donc, autant commencer par utiliser les mots-clés qui sont importants, que vous allez trouver dans l'offre d'emploi, autant commencer par les utiliser immédiatement, dès le résumé, voire même dès le titre du CV, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas encore mentionnée qui est importante aussi, c'est le titre que vous donnez à votre CV. Et évidemment, le titre du CV, c'est le titre du poste auquel vous êtes en train de postuler. Et ce n'est pas curriculum vitae, comme on le voit encore parfois. Donc, vous mettez un titre, le titre du poste. Vous pouvez éventuellement mettre un sous-titre qui rajoute quelque chose à votre candidature. Et ensuite, vous faites votre résumé. Et ensuite, vous enchaînez avec vos expériences. Est-ce que c'est clair jusque-là ou est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Vous pouvez les faire soit à haute voix, soit dans le chat. Ok, j'ai un pouce levé. Est-ce que pour les autres, c'est clair aussi? Ok, sinon, n'hésitez pas, soit dans le chat. Ok, merci. Moi, j'avais une question, Pascal, oui. Juste savoir pour une reconversion, jusqu'à quel nombre d'années on revient en arrière pour... Oh, pardon, je vois toujours des réactions qui s'affichent. Ouais, non, c'est bon. Vas-y. Ouais, combien d'années on revient en arrière, en fait? Parce que on peut, là, dans mon cas, en l'occurrence, j'ai fait des études sur du paysagisme. Et après, là, ça va faire presque 10 ans que je travaille dans le milieu du customer service. Et si je veux revenir sur le paysagisme, est-ce que ça a toujours, on va dire, est-ce que c'est toujours pertinent de montrer ma formation? Est-ce que je veux dire, oui. au bout de 10 ans? Oui, si, c'est pertinent parce qu'en fait, la façon dont tu vas le formuler, et ça, c'est valable pour toutes les personnes qui auraient changé de direction en cours de route, et spécifiquement si c'est pour avoir changé de pays, en fait. Parce que toi, la façon dont tu vas le formuler, c'est de dire en fait, faire comprendre aux recruteurs que tu t'es inséré sur le marché de l'emploi néerlandais en arrivant, que c'était ta priorité. Ta priorité, c'était t'insérer sur le marché de l'emploi, gagner ta vie, apprendre le néerlandais. C'est ce que tu as fait. Et que après avoir fait tout ça, même si c'est 10 ans, c'est pas grave. Après avoir fait tout ça, et avoir eu la vie que tu avais envie d'avoir, tu es prête à revenir dans ton secteur de prédilection qui est le paysagisme. Et en fait, ce qui est important là-dedans, et là encore, c'est valable pour tout le monde, que ce soit pour une reconversion ou pas, ce qui est important là-dedans, c'est de répondre aux potentielles objections du recruteur avant même qu'il les ait formulées. C'est-à-dire que n'attendez pas qu'un recruteur se trouve face à votre CV en se disant « je ne comprends pas ». Je ne comprends pas pourquoi il y a un trou, je ne comprends pas pourquoi elle a changé de direction, je ne comprends pas, etc. Quand un recruteur ne comprend pas, s'il a d'autres offres, s'il a d'autres profils à regarder, il regardera les autres profils. Donc, en fait, il faut répondre à l'objection du recruteur avant même qu'il l'ait formulée. Donc, en gros, dès le résumé du CV, dire « Ok, comme vous allez le voir sur mon CV, j'ai une formation dans le paysagisme, mais j'ai fait autre chose. Pourquoi j'ai fait autre chose? Parce que j'arrivais aux Pays-Bas, je voulais apprendre le néerlandais, je voulais m'insérer rapidement sur le marché de l'emploi néerlandais. Il se trouve que j'ai su rester 10 ans parce que ça m'a permis de m'intégrer complètement dans la société néerlandaise, peu importe, de fonder ma famille ou de m'occuper de mes enfants ou d'installer ma famille, ou quelles que soient les raisons, etc. Aujourd'hui, forte de toutes ces expériences et de tout ce que j'ai appris dans la relation client, j'ai envie de retourner. Je sais que je peux revenir dans le paysagisme et y apporter quelque chose sur un poste correspondant à mes compétences. Donc, c'est pas du tout un problème. Et le fait que ce soit 10 ans ou pas, c'est pas un problème non plus. Le truc, c'est d'expliquer pourquoi. Mais ça veut dire que tu laisserais une trace, en fait, des expériences depuis 10 ans, en fait, même si ça n'aurait pas de rapport. Il faut toujours garder son historique d'emploi. Il ne faut pas supprimer.
il faut pas supprimer des emplois ou des expériences, sauf si... Non, alors, première réponse. Il faut pas supprimer des expériences parce qu'un trou dans un CV, c'est toujours une question pour un recruteur. Même si aux Pays-Bas, on est de manière générale moins regardant qu'en France sur les parcours atypiques, les changements, les ruptures, les trous, etc. Un trou, c'est toujours une question. C'est-à-dire que s'il y a un trou dans votre CV, à un moment ou un autre dans l'entretien, le recruteur va dire, est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé entre telle date et telle date? Voilà. Donc, il faut garder ces expériences. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est minimiser sur le CV les expériences qui ne sont pas en rapport avec le poste que l'on recherche. Si on a eu plein de métiers différents, par exemple, moi, j'ai eu plein de métiers différents. J'étais éditrice, j'étais journaliste, enfin, j'ai fait plein de choses avant d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Mes expériences d'éditrice et de journaliste, je les laisse sur mon CV, mais elles font une ligne. De telle année à telle année, j'ai été éditrice. De telle année à telle année, j'ai été journaliste. Ça n'a pas de sens pour ce que je suis aujourd'hui, donc je n'ai pas besoin de les détailler. En revanche, si dans ces expériences-là, vous avez acquis des compétences ou eu des expériences en termes d'activité, de tâches, etc., ou de projets qui sont pertinentes, du coup, vous n'allez pas développer toute l'expérience, mais vous allez garder une ligne pour dire, par exemple, pendant cette expérience, j'ai appris à faire face à des clients mécontents, j'ai appris à gérer, je ne sais pas, peu importe, à gérer les tensions quand il y a des gens dans la file d'attente et que tout le monde s'énerve, peu importe des choses qui, si elles vous servent pour le poste auquel vous êtes en train de postuler, hein. Pas si ça n'a aucun sens, mais le truc, c'est toujours se mettre, et c'est là qu'on en arrive en fait dans la présentation aussi, mettez-vous dans la tête du recruteur. Qu'est-ce que le recruteur va se poser comme question? Qu'est-ce qui risque de lui poser des problèmes? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires et comment vous pouvez les expliquer de façon plus claire? Donc là, par exemple, je vois que j'ai une question dans le chat, en tout cas un commentaire dans le chat qui dit comment mettre des choses en avant alors que j'ai très peu d'expérience. 6 mois de stage et 2 ans d'hôtellerie. Je me prépare pour devenir conducteur chez NS. Alors, un truc important, 2 ans d'hôtellerie, c'est-à-dire vous avez travaillé dans quoi? Quel type de poste? Parce que l'hôtellerie, c'est une expérience qui est toujours extrêmement recherchée parce que les gens qui ont travaillé dans l'hôtellerie, dans tout ce qui est HoReCa, comme on dit ici, dans tout ce qui est hôtellerie-restauration, sont des gens qui sont habitués à gérer des relations clients difficiles. Soit parce que les clients sont mécontents et râlent en direct, soit parce qu'il faut gérer l'urgence, soit parce qu'ils ont des demandes extravagantes, etc., etc. Donc, c'est toujours, je ne sais pas s'il y en a d'autres dans la salle qui ont des expériences dans l'hôtellerie, mais c'est toujours des choses qui sont intéressantes pour les recruteurs et les entreprises. Donc, c'est pas un problème. 2 ans d'hôtellerie, c'est déjà l'expérience, en fait. Carrément, en Ok, fait. c'est parce que mon père et moi, on avait des chambres d'hôtes en France. Donc, c'est pour ça que j'ai 2 ans dans l'accueil client Ouais, c'est et, important. Ouais. et la C'est gestion. important, c'est une expérience qui est valide, hein, qui est super valide. Et surtout pour être conducteur, du coup, parce que c'est aussi, enfin, conducteur au-delà de la technicité du métier, c'est aussi de la gestion de clients, de foule, d'agacement, de tout ça, quoi. Donc non, non, enfin, 2 ans d'hôtellerie, c'est de l'expérience, Ok. sans aucun doute. Et donc là, j'en arrive à la partie, comme je disais tout à l'heure en répondant un peu à Pascal, c'est que mettez-vous dans la tête du recruteur, mettez-vous dans la tête de la personne ou du manager qui va éventuellement vous recruter et présentez votre CV comme une offre de service. C'est-à-dire, la posture que vous pouvez prendre quand vous êtes en recherche d'emploi, c'est pas de dire s'il vous plaît, l'entreprise, donnez-moi du travail parce que je suis en train de chercher. C'est de dire à l'entreprise, oh l'entreprise, je sais que tu as un problème parce que si tu es en train de recruter, c'est un problème. Il te manque quelqu'un pour développer tes ventes, il te manque quelqu'un pour booster ton marketing et augmenter tes ventes, il te manque quelqu'un pour avoir un meilleur retour sur l'accueil client, il te manque quelqu'un pour gérer les plaintes, etc. Enfin, peu importe. Une entreprise qui recrute est une entreprise qui a un problème. Elle a besoin de quelqu'un pour l'aider à résoudre ce problème. Ce quelqu'un, c'est vous. Donc, vous vous présentez à l'entreprise en disant, je sais exactement quel est ton problème et je sais exactement comment je vais t'aider à le résoudre parce qu'en fait, je l'ai déjà fait avec d'autres organisations. Donc, regarde mon expérience et regarde tout ce que je peux apporter à ton service, à ton projet, à ton produit, enfin voilà. Voilà pourquoi je suis la bonne personne pour résoudre ton problème. Et ça, c'est souvent
une posture qui est difficile à assumer quand on est en recherche d'emploi, parce qu'on a justement quand on est en recherche d'emploi, on a l'impression que on demande en fait quelque chose, alors qu'en réalité, vous proposez quelque chose. Vous proposez de l'expérience, des compétences, des qualités. Tout ça, c'est vous qui allez l'apporter à l'entreprise. Et c'est ça qui est fondamental. Je vais lancer le 3e sondage. Celui-là, c'est facile, c'est oui, non, la réponse. Faut-il donner des exemples de réussite sur son, il manque le mot CV, sur son CV. Ah, alors, tout le monde a voté, je pense. Je ne sais plus combien on est dans la salle, en fait. Ok. J'espère que tout le monde a voté. Je vais mettre fin au sondage. Voilà. Faut-il donner des exemples de réussite sur son CV? Oui, 92%, non, 8%. La bonne réponse est oui. Pourquoi? Parce que plusieurs choses. Vos réussites, ce que vous avez réussi à faire dans vos postes précédents, ça vous appartient. C'est unique, c'est à vous, ça vous différencie des autres. Bien souvent, les CV sont des espèces de catalogues de description de poste. Donc, en gros, la personne met sur son CV le titre du poste qu'elle a occupé et ensuite la définition du poste. Le problème de ça, c'est que toutes les personnes qui ont occupé le même poste que vous peuvent potentiellement mettre la même définition de poste. Et du coup, vous ne vous différenciez pas du tout des autres personnes qui potentiellement répondent à la même offre que vous. Donc, l'idée, c'est d'éviter de faire un catalogue de description de poste et au contraire, de mettre en avant ce que vous avez fait, soit différemment des autres, en tout cas ce que vous avez fait qui a apporté des résultats positifs à l'organisation. Donc, c'est pour ça que je parlais au début aussi du master CV, parce que si vous avez fait un master CV avec dedans la description de réussite pour chacun des postes que vous avez tenus, vous avez déjà le matériel sous la main. Vous avez peut-être juste à le modifier légèrement pour bien utiliser le langage et les mots-clés de l'entreprise, mais en gros, vous avez le matériel. Et l'idée, c'est pour chaque expérience de mettre en avant quelque chose qui vous différencie de ce que les autres candidats pourront dire. Donc souvent, on dit, alors il y a 2 choses. Une chose d'abord, c'est de se dire quand vous parlez d'une expérience, en quoi l'expérience que je suis en train de mentionner sur mon CV apporte quelque chose à ma candidature pour le poste auquel je suis en train de répondre. Si la réponse est rien ou pas grand-chose, cette expérience, vous la traitez en une ligne. Moi, je vous disais tout à l'heure, moi j'ai été éditrice, je mets voilà, éditrice à Paris de telle date à telle date. Si l'expérience que vous êtes en train de mentionner a du sens pour le poste auquel vous êtes en train de répondre, dans ce cas, vous prenez le temps de la détailler un petit peu et de donner des résultats. Quand je dis donner des résultats, tout le monde pense résultats chiffrés. Donc, en gros, vous pensez sales qui va dire, voilà, j'ai augmenté le chiffre d'affaires de temps, j'ai fait tant de bénéfices, etc., etc. En réalité, il y a plein de solutions pour donner des résultats, des réussites qui ne sont pas chiffrées. Vous pouvez tout à fait vous pouvez tout à fait décrire des réussites qui sont des réussites qualitatives et non pas quantitatives. L'idée, c'est de donner... Ok, il y a Virginie qui s'en va. Ok, il y aura en effet le replay. L'idée, c'est de donner une idée de ce qui vous différencie des autres et donc de donner des résultats tangibles. Donc, effectivement, le plus simple, c'est les résultats chiffrés. Ça peut être, j'ai encadré X personnes sur un projet avec un chiffre d'affaires de temps et on a réussi telle et telle chose. Mais vous pouvez aussi donner des résultats plus qualitatifs. Par exemple, si vous avez mis en place des processus, vous avez changé un mode de fonctionnement, vous avez facilité la communication dans l'équipe ou dans l'entreprise, vous avez limité, je ne sais pas, le micro-absentéisme dans votre équipe, etc., etc.
Donc, comment choisir les exemples? L'idée, c'est vraiment de sélectionner les exemples qui sont en rapport avec le poste. Ce n'est pas la peine de passer du temps à décrire des choses qui ne sont pas en rapport avec le poste auquel vous êtes en train de répondre. Donc, ce qui est important, c'est de bien adapter vos exemples à l'offre, et c'est aussi évidemment un autre moyen d'utiliser les mots-clés de l'offre. Soyez toujours très minutieux dans le vocabulaire utilisé dans vos CV. Lisez attentivement l'offre à laquelle vous répondez et renseignez-vous aussi sur l'entreprise quand elle est mentionnée. Parce que chaque entreprise a sa façon de s'exprimer. Quelque chose de tout bête, mais qui peut changer d'une part le fait que l'ATS va retenir ou pas votre CV, et d'autre part le fait que l'entreprise va vous voir dans le poste ou pas. Il y a des entreprises qui utilisent le mot clients, il y a des entreprises qui utilisent le mot customers. Si vous utilisez l'un à la place de l'autre, déjà, vous ne parlez pas exactement le même langage que l'entreprise. Donc, essayez d'être minutieux sur l'utilisation des mots et la façon dont vous rédigez votre CV. Est-ce que c'est toujours clair à ce stade ou est-ce qu'il y a des questions ou des incompréhensions? Ok, ok, cool. Donc, je vais lancer le tout dernier sondage. Alors, faut-il indiquer ses hobbies sur son CV? Majoritairement, vous avez répondu oui. Et la réponse est oui. Mais pas n'importe comment. Donc, une fois que vous avez, je regarde le temps aussi, une fois que vous avez soigné le titre de votre CV, votre résumé, vos expériences, les réussites que vous avez eues dans vos expériences, etc., vous arrivez à la fin du CV. Et là, vous allez mentionner votre formation. Donc, comme je disais tout à l'heure, pas la peine d'indiquer. J'ai vu une fois un CV où il y a marqué brevet des collèges. Pas la peine d'indiquer brevet des collèges. Le baccalauréat, ça dépend quel rôle ça joue dans vos compétences aujourd'hui. Vous devez indiquer, surtout si vous êtes aux Pays-Bas, vos compétences linguistiques. Les compétences informatiques, ça dépend du poste. Les compétences linguistiques, ça va aussi dépendre un peu du poste, mais en gros, ça a toujours du sens d'indiquer les langues dans lesquelles vous pouvez travailler. Donc, pour les compétences linguistiques, mettez les langues dans lesquelles vous pouvez travailler. Ça n'a pas de sens de dire que vous êtes débutant en espagnol si vous ne pouvez pas travailler en espagnol, par exemple, sauf pour le néerlandais. C'est-à-dire que si vous êtes très débutant en néerlandais et que vous êtes en train de l'apprendre, vous pouvez le noter sur votre CV parce qu'en gros, ça donne l'indication aux recruteurs que vous allez faire l'effort d'apprendre le néerlandais et que potentiellement, dans quelques temps, vous parlerez néerlandais au moins pour avoir des conversations dans l'entreprise, si ce n'est pour suivre des réunions ou rédiger des comptes rendus. Donc, voilà pour les compétences linguistiques. Les compétences informatiques, évidemment, ça dépend du poste. Si ça n'a pas de sens, pas la peine de s'éterniser. Honnêtement, marquer qu'on maîtrise la suite Office, ça n'apporte pas grand-chose à une candidature. Donc, vous le mettez ou vous ne le mettez pas, ça n'a pas plus d'importance que ça. Les certificats, si le secteur d'activité dans lequel vous êtes demande des certificats, des qualifications. Je pense en particulier aux personnes qui font de la gestion de projet. Je sais que parfois, il y a des certificats qui peuvent être demandés au niveau des certificats Scrum, etc. À vous de voir si dans votre secteur d'activité, ça se fait. Mentionnez-les, évidemment. Si ça ne se fait pas, ce n'est pas la peine d'en rajouter plus. Et donc, les fameux hobbies et centres d'intérêt. Alors, aux Pays-Bas, ça se fait de marquer ses hobbies et ses centres d'intérêt sur son CV. C'est même quelque chose que les recruteurs regardent. Pour plein de raisons, parce qu'ils ont envie de se faire une idée de qui vous êtes derrière vos compétences, de la personne que vous êtes derrière vos compétences. Si vous ne le mettez pas sur votre CV, et même si vous le mettez d'ailleurs, c'est possible que la question arrive en entretien. Et c'est souvent déstabilisant pour les Français
que le recruteur commence à poser des questions sur, en gros, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu n'es pas au travail, comment t'occupes tes week-ends, ou voilà. Ça peut paraître un peu intrusif et un peu indiscret, mais c'est quelque chose qui se fait assez couramment aux Pays-Bas. L'intérêt des hobbies, justement, c'est de donner un autre éclairage sur qui vous êtes en tant que personne. Et ce que je dis toujours, c'est ne vous inventez pas des loisirs s'ils n'ont pas beaucoup de sens pour vous. Donc, par exemple, si vous courez 5 km tous les week-ends, ne dites pas que vous faites du running. En revanche, si vous courez des semi-marathons, des marathons, des trails, enfin des choses un peu, voilà, dans ce cas-là, mentionnez que vous faites du running. Si vous avez une passion, je ne sais pas, moi, si vous êtes passionné, je donne toujours cet exemple, si vous êtes passionné par le cinéma italien des années 60, vous pouvez le mentionner sur votre CV parce que c'est quelque chose dont vous êtes capable de parler avec un peu de passion, un peu d'intérêt, etc. En revanche, marquer, comme ça arrive souvent, lecture, cinéma, voyage, ça n'a aucune valeur ajoutée. Donc, évitez absolument lecture, cinéma, voyage, même séparément ou ensemble, c'est pareil. Et souvent aussi, on mentionne les voyages en disant oui, j'ai fait ça, j'ai fait tel voyage, tel pays et tout. Ça n'a pas grand intérêt, ça apporte pas grand-chose à votre candidature. En revanche, si vous avez voyagé seul, je donne un exemple un peu extravagant, mais pourquoi pas. Si vous avez voyagé seul, sac au dos pour traverser l'Afrique ou n'importe quel continent ou n'importe quel pays, enfin voilà. Ça dit quelque chose de vous et de votre rapport je sais pas, à l'autonomie, à la sécurité. Enfin voilà, c'est quelque chose dont on peut avoir envie de parler avec vous. Moi, typiquement, si je reçois un CV où quelqu'un a marqué j'ai traversé tel pays, sac à dos, je vais lui poser des questions sur le pays. Ça va m'intéresser de savoir pourquoi il a choisi ou elle a choisi ce pays-là. Enfin voilà, c'est quelque chose c'est comme un icebreaker dans une conversation en fait. Ça donne envie d'entamer la conversation, de parler avec cette personne. Moi, j'avais une cliente qui avait son brevet de pilotage de planeur. Elle ne l'avait pas mis sur son CV, alors que c'est un truc qui est hyper distinctif en fait. Donc, dans une pile de CV, on se souvient du CV de la personne qui a son brevet de pilote de planeur. Et on a envie d'en parler avec elle. On a envie de lui demander pourquoi elle l'a fait, comment elle l'a fait, qu'est-ce qu'elle ressent quand elle vole, etc. etc. Donc, tout ce qui peut vous différencier des autres, d'une part, et d'autre part, tout ce qui peut engager la conversation avec un recruteur ou une recruteuse, c'est un atout. Donc, allez-y, mettez-le sur votre CV. Là encore, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. C'est plutôt quelque chose qui est un petit plus, mais qui va faire quelque chose quand même sur la lecture de votre CV. Donc, une fois que vous avez bien rempli votre CV, j'en reviens aux ATS et aux mots-clés. Donc, les ATS, comme je vous l'ai dit, c'est des petits robots qui analysent votre CV avant de les présenter à un recruteur. Typiquement, quand vous postulez sur LinkedIn et que dans la minute ou les 2 minutes qui suivent, vous recevez un message vous disant que d'autres candidats correspondaient davantage au poste, enfin, le type de message en réponse automatique, ça, c'est un ATS. C'est-à-dire, votre CV, il a été lu par l'ATS. L'ATS a dit, il me manque les mots-clés dont j'ai besoin pour valider. Je refuse, j'envoie le message de refus automatiquement. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'un ATS va ou ne va pas transférer votre CV à un lecteur humain, un recruteur en l'occurrence? La lisibilité du CV joue un rôle. Donc, comme je disais tout à l'heure, évitez les CV qui partent dans tous les sens, multicolonnes, dessins, arrière-plan, fond, etc., parce que ça, en principe, les ATS lisent de plus en plus ce type de CV, mais on ne sait jamais. Donc, simplifiez-vous la tâche et simplifiez la tâche du recruteur aussi. Évitez les pictogrammes. Par exemple, on va souvent marquer pour l'utilisation d'un logiciel ou le fait de parler une langue, on voit souvent 4 étoiles sur 5 ou des petits, des pictos. Et ça, c'est pas forcément décrypté par l'ATS. Donc, par exemple, si un des prérequis, c'était parler français couramment et que vous avez mis français avec 5 étoiles, ben, l'ATS, en fait, il ne sait pas il a vu français, mais il ne sait pas quel niveau vous avez en français. Alors que si vous lui mettez langue maternelle français, bah ça voilà, il va comprendre que en effet vous parlez couramment français. Évitez les tableaux, les schémas, etc. Ça aussi, ça dépend un peu du secteur d'activité dans lequel vous êtes, mais encore une fois, facilitez la lecture. Évitez les colonnes. Alors je sais que ça c'est pas systématique. Parfois les colonnes sont très bien lues, donc vous prenez pas la tête là-dessus. Mais voilà.
Et surtout, utilisez les mots-clés de l'offre d'emploi. C'est le plus important. Et le vocabulaire de votre industrie. Et donc, si vous êtes en train de changer de secteur d'activité, utilisez bien le vocabulaire du secteur d'activité dans lequel vous voulez entrer. Donc, il va être dans l'offre d'emploi, il va être sur d'autres offres d'emploi du même secteur d'activité, il va être sur le site de l'entreprise. Si vous savez exactement quelle entreprise, de quelle entreprise il s'agit, par exemple, si vous passez par des agences de recrutement, on ne sait pas toujours de quelle entreprise il s'agit, mais quand vous savez, profitez-en. Et les mots-clés, c'est vraiment très important. Et autre chose que je ne mentionne pas forcément ici parce que c'est une présentation sur le CV, mais aux Pays-Bas, ça se fait de prendre contact avec le recruteur ou la personne de contact qui est mentionnée dans l'offre. Ce n'est pas du tout un problème. Ils ont l'habitude, s'ils mettent un numéro de téléphone ou un email dans une offre, c'est parce qu'ils veulent être contactés. Et le faire, ça a 2 avantages. Premier avantage, si jamais vous n'êtes pas la bonne personne pour le poste, autant le savoir avant d'avoir passé du temps, comme je disais tout à l'heure, à adapter votre CV. Ça vous fait gagner du temps et ça en fait gagner aussi au recruteur. Du coup, vous appelez la personne de contact ou le recruteur en disant voilà, j'ai vu telle offre, elle m'intéresse, mais par exemple, il me manque telle et telle compétence. Est-ce que c'est indispensable ou est-ce que c'est un plus à avoir? Et là, comme ça, vous savez tout de suite si oui ou non vous êtes la bonne personne et vous savez si vous devez poursuivre votre candidature. L'autre avantage de prendre contact, c'est que si vous êtes la bonne personne pour le poste, donc même si vous n'avez pas de doute sur le fait que vous êtes la bonne personne pour le poste, prenez contact avec le recruteur ou la personne de contact pour poser des vraies questions sur le poste ou sur l'entreprise. Donc pas des questions juste pour poser des questions, vraiment des questions sur le poste, sur les compétences, sur l'entreprise, son produit, ses services, etc. Et ça l'avantage de ça, c'est que si vous êtes la bonne personne et que le recruteur ou la personne de contact vous dit ouais c'est bon, allez-y, postulez, du coup, au moment où il va recevoir sa pile de CV, je sais que c'est plus une pile de CV maintenant, c'est une pile d'emails, mais peu importe, il va se souvenir de vous, en fait, il va se souvenir de cet échange. Donc ça aussi, ça vous fait sortir du lot. Parce que tout le monde ne prend pas la peine d'appeler et tout le monde ne prend pas la peine d'envoyer un email pour en savoir plus. Donc quand vous le faites, vous sortez du lot. Donc n'hésitez pas, quand c'est possible, quand il y a un contact qui est donné dans une offre d'emploi, n'hésitez pas à prendre contact et à poser des vraies questions sur le poste. Et pour finir, je vous ai mis les cas particuliers. Donc, par exemple, après une longue interruption, longue ou pas d'ailleurs, peu importe, mais après une interruption, vous avez un gap dans votre parcours professionnel ou plusieurs, et vous vous dites oh là là, le recruteur il va voir que ça, etc. Donc, comme je disais tout à l'heure en répondant à Pascal, il faut traiter l'objection avant qu'elle arrive. Donc, parlez-en brièvement directement dans le profil ou dans le résumé ou dans l'email qui accompagne votre CV ou votre candidature, et dites quand c'est possible, dites pourquoi, et surtout, c'est pas tellement le pourquoi qui est important, c'est soit ce que vous avez fait pendant cette interruption, si jamais vous avez fait des choses qui apportent à votre candidature, mentionnez-les. Si c'est une absence pour maladie, burn-out ou peu importe, vous n'avez absolument pas besoin de mentionner la maladie ou ce qui s'est passé, mais du coup, vous mettez l'accent sur ce que vous allez apporter à l'entreprise. Donc vraiment, vous dites, voilà, après une interruption, de temps, parce que c'est pas la peine de cacher que vous avez été absent, etc. Je reviens aujourd'hui avec telle perspective, telle motivation, telle qualité, telle compétence, et tout de suite, vous allez basculer sur ce que vous avez compris du poste et ce que vous allez apporter à l'entreprise. Vous avez traité l'objection en disant, voilà, clairement, vous allez voir que j'ai pas travaillé pendant quelques temps, mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que clairement, aujourd'hui, je suis prête, je suis prêt et je suis la bonne personne pour le poste. Pareil pour les reconversions, mettez en valeur les compétences transférables, tout ce que vous allez apporter aujourd'hui au poste. On a tous des compétences transférables, que ce soit la communication, l'organisation, la gestion de la clientèle, etc., etc. On a tous des compétences transférables. Il faut les mettre en valeur et il faut se dire aussi qu'une entreprise, quand elle fait bien son recrutement, elle embauche quelqu'un pour son potentiel, pas pour ses performances passées. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais je sais que ce n'est pas encore acquis partout. Mais en tout cas, sur la reconversion, mettez bien en avant tout ce que vous allez apporter au nouveau secteur, au nouveau job, ce que vous en avez compris et pourquoi vous êtes et pourquoi votre expérience antérieure a quand même du sens pour ce poste-là.
Et enfin, si vous vous reconnaissez dans une situation de job hopping, c'est-à-dire que vous avez changé fréquemment de poste, encore une fois, mettez le focus sur ce que vous allez apporter à l'organisation et expliquez rapidement pourquoi vous avez changé de poste, si vous pouvez l'expliquer. C'est-à-dire si c'est hier, j'ai quelqu'un qui m'a posé Il n'y a plus de son. Hi everyone, this is Skrina. Sarah's having some issues with her mic at the moment. I think she's gonna check to see if she can fix it. One moment, please. Thank you. Est-ce que là, vous m'entendez ou pas? Oui, ça marche là. Ok. J'ai débranché mon micro du coup, parce qu'apparemment, il s'est mis en pause tout seul. Je reprends la présentation. Les aléas du direct. Donc, j'en étais juste pour dire le job hopping. Voilà. Si vous êtes dans cette situation, essayez d'expliquer rapidement si c'est possible. Ce que je disais aussi, c'est que quelqu'un hier m'a demandé sur LinkedIn comment dire qu'elle avait changé de poste parce qu'elle était harcelée. Et le cas se présentait dans plusieurs des postes qu'elle avait tenus. Et ça, effectivement, ce n'est pas quelque chose à mentionner, évidemment, parce que ça peut paraître un petit peu compliqué. Donc, essayez d'expliquer de façon la plus neutre possible pourquoi vous avez changé de poste souvent. Ça peut être parce que le poste pour lequel vous aviez été embauché a changé en cours de route, ou vous vous êtes rendu compte que ça ne correspondait pas exactement à ce que vous avez décrit, etc., etc. Essayez de passer rapidement là-dessus, de ne pas vous attarder en fait, et juste, encore une fois, de mettre l'accent sur ce que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise. Et de ne pas passer non plus trop de temps à expliquer, en tout cas à mettre le focus là-dessus. Et aux Pays-Bas, encore une fois, on est plutôt moins regardant là-dessus que ce qu'on pourrait l'être en France. Et puis, le job hopping, ça dépend vraiment aussi de la perception du recruteur. Moi, je m'inquiète pour quelqu'un, je m'inquiète entre guillemets. En tout cas, je poserai la question à quelqu'un qui n'a pas tenu un poste plus de 6 mois. Par contre, s'il y a eu des moments qui n'a pas tenu plusieurs postes jusqu'à 6 mois, quoi. Par contre, s'il y a une fois une période de 6 mois, mais que le reste du temps c'était un peu plus long, mais ça ne me pose pas de problème particulier. Enfin voilà, c'est un peu aussi à vous de voir comment vous pouvez prendre la main là-dessus. Et donc en bonus, parce qu'il nous reste du coup 1 minute, je vous le laisse juste à l'écran. La méthode STAR, c'est une façon de présenter vos expériences en partant de la situation, des tâches, des actions et des résultats. L'idée étant de dire, quand vous présentez vos expériences et quand vous voulez présenter une réussite, ne dites pas j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais dites voilà, le problème de départ c'était quelque chose, voilà ce que j'ai mis, de quoi j'étais, voilà ce que je devais faire, de quoi j'étais responsable, voilà les actions que j'ai posées et voilà les résultats que j'ai obtenus. Je vous ai mis juste après un exemple en anglais, mais voilà, vous pouvez le lire. Et je le laisse à l'écran, du coup, comme ça vous pouvez le regarder. Et si vous avez des questions, puisqu'on est déjà à la fin de la présentation, mais si vous avez des questions, je peux prendre quelques questions avant de finir.
J'ai une question. Oui. Un CV, alors là, je suppose qu'il faut. La présentation, c'était pour des CV français ou ça vaut également pour un CV en anglais? Non, c'est des CV anglais, c'est une présentation pour les CV en anglais. Pour les CV en anglais, Ouais. d'accord. Pas des Ok. CV, c'est une présentation pour des CV qui vont fonctionner aux Pays-Bas et qui fonctionnent partout s'ils sont bien faits en fait. Mais non, non, c'est pour des CV en anglais. D'accord, ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je réponds à Didier qui dit comment avoir accès au replay. En fait, comme vous étiez inscrit aujourd'hui, Untouchables va vous envoyer les liens vers les replays en fait. Quelles sont les informations à éviter dans le CV? Alors, tout ce qui concerne votre état civil n'a pas lieu d'être dans le CV. Donc, marié, pas marié, enfant, pas enfant, âge, tout ça, ça n'a pas lieu d'être dans le CV. Ne mettez pas toutes ces informations dans le CV. Elles n'ont pas à apparaître sur votre CV. La question de la photo, c'est une question qu'on me pose aussi régulièrement. La photo, c'est un choix personnel. C'est-à-dire que c'est ni rédhibitoire ni conseillé de mettre une photo sur son CV. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment tous les recruteurs, en tout cas aux Pays-Bas, tous les recruteurs iront regarder qui vous êtes sur LinkedIn et qu'a priori sur LinkedIn, vous avez une photo. Donc, pourquoi ne pas mettre la même sur le CV? Mais ça reste un choix personnel. Donc, ça peut être aussi discriminatoire. Donc, vous faites vraiment comme vous le voulez. Il n'y a pas de règle aux Pays-Bas sur la photo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais juste une question, mais je pense quand on répond à une offre d'emploi aux Pays-Bas, si l'offre est en néerlandais, on répond en néerlandais, j'imagine. Ou ça pose pas de problème? Quand on peut répondre en néerlandais, on répond en néerlandais. Quand on ne travaille pas en néerlandais, qu'on ne parle pas néerlandais, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est contacter l'entreprise, comme je disais tout à l'heure, et demander si le néerlandais, c'est un prérequis ou si c'est un plus à avoir. Parce que parfois, parce que le poste existe en néerlandais, l'entreprise va publier l'offre en néerlandais, alors qu'en fait, il cherche quelqu'un qui n'a pas forcément besoin de parler néerlandais. Et donc, du coup, autant le savoir et postuler quand même. Parfois, l'entreprise cherche des profils qui sont compliqués. Donc, quelqu'un va parler néerlandais, français, anglais, allemand, j'en sais rien. Et du coup, ils vont être prêts à sacrifier, entre guillemets, une des langues. Et il se peut qu'ils soient prêts à ne pas demander le néerlandais parce que finalement, l'équipe est internationale. Pardon. Donc, dans ce cas, c'est possible en tout cas, je dirais, ne répondez pas spontanément dans une autre langue que la langue de l'annonce, mais prenez contact avec l'entreprise et demandez-lui si le néerlandais, c'est un prérequis ou si c'est bien de l'avoir. Donc là, il y a Irina qui demande, faut-il mentionner des stages qui sont très vieux durant mes études, mais qui sont cohérents? Ça dépend le nombre d'années d'expérience que vous avez, en fait. Si les seules expériences cohérentes avec la recherche que vous faites aujourd'hui, ce sont les stages, du coup, il faudrait quand même les mentionner. Montrer que vous avez quand même si ça date de longtemps, une petite expérience dans le secteur, sauf si le secteur a complètement changé depuis l'époque, en fait. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'étais éditrice. Aujourd'hui, les métiers de l'édition, ça a complètement changé. Mon expérience n'a plus aucun sens. Donc, il faut vraiment voir si c'est encore pertinent. Et du coup, essayez de les mentionner rapidement pour montrer que voilà, c'est pas votre recherche aujourd'hui, elle est quand même cohérente par rapport au reste de votre parcours. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Parce qu'on a dépassé le temps là. Je vais arrêter le partage. Non, c'est bon pour tout le monde? C'est bon pour moi. Ok, super. Je vous mets un dernier lien dans le chat. Le 13 octobre prochain, on organise avec la Fondation Avenir Emploi Pays-Bas un événement du coup sur une journée qui a lieu à Amsterdam ou en visio et dans lequel il y a des ateliers qui peuvent vous intéresser si vous êtes en recherche d'emploi.
un atelier sur comment booster sa présence sur LinkedIn, un autre sur comment se positionner sur le marché de l'emploi néerlandais, et un troisième qui va être sur plutôt la reconversion. Donc, c'est plutôt pour les gens pour qui ça serait éventuellement difficile ou du coup qui n'auraient pas envie de travailler dans leur secteur d'activité habituel en arrivant aux Pays-Bas. On vous propose aussi de réfléchir à vous reconvertir. Il y a Irina qui dit il n'y a plus qu'à tout recommencer. J'espère que je ne vous ai pas découragé. Il y a une chose que je n'ai pas dite et que j'ajoute quand même à la fin de l'atelier, c'est que en fonction des secteurs d'activité et de votre expérience, le CV est plus ou moins important. Concrètement, aujourd'hui, quelqu'un qui est développeur ou qui travaille dans la cyber security ou qui est développeur ou qui travaille dans le data management, data science, il peut faire le CV le plus pourri de la Terre, il sera quand même contacté tous les jours par des recruteurs. Parce qu'il y a un tel manque de personnel que de toute façon, les recruteurs vont les contacter. Mais dans les autres cas, donc dans le cas où votre poste ou votre expertise n'est pas autant demandée que ça, un bon CV, c'est un super atout. Donc voilà, ne vous prenez pas la tête, mais essayez de faire un CV qui soit bien cohérent et qui surtout mette bien en avant, non pas seulement les postes que vous avez tenus, mais comment vous avez tenu ces postes-là, ce que vous avez apporté aux organisations. Et enfin, pour finir, je dirais, si vous êtes aux Pays-Bas en recherche d'emploi, LinkedIn est indispensable à votre recherche d'emploi. Aux Pays-Bas, on dit toujours, si tu n'es pas sur LinkedIn, tu n'existes pas. En tout cas, c'est ce que les recruteurs se disent entre eux. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà prévu, à venir la semaine prochaine, où je parlerai cette fois de LinkedIn. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et n'hésitez pas à vous connecter avec moi sur LinkedIn si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous êtes au courant de ce qui se passe et de ce qui se passe autour de l'emploi, du coup, pour les francophones. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.